Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. En ce début du XVIIIe siècle, la France a gagné la bataille des Caraïbes et grâce à sa bourgeoisie émergente, elle arrive à développer à Saint-Domingue la colonie la plus prospère, l'orgueil de la France dans le Nouveau Monde. Une bourgeoisie mercantile qui va investir en masse dans le commerce des esclaves et l'industrie sucrière. On en parle? En 1540, le roi François Ier résume parfaitement la doctrine impériale de la France lors d'une déclaration à l'intention de son rival Charles Quint, dans les termes suivants. Le soleil brille pour moi comme pour tous les autres. Qu'on me montre la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. Dieu n'a pas créé ces terres pour les seuls Espagnols. Le politologue haïtien Sauveur Pierre-Étienne parle de la balkanisation de la Caraïbe pour exprimer cette lutte sans merci que se livrent les puissances européennes pour les richesses de la région au XVIe et XVIIe siècle. C'est par ce processus que la France s'impose à Saint-Domingue, à savoir dans la partie occidentale de l'île d'Hispaniola. Le long processus de balkanisation de la Caraïbe s'inscrit dans le cadre des rivalités qui opposaient les monarchies absolutistes émergentes en Europe occidentale vers la fin du Moyen Âge. L'or, le sucre et les esclaves, trois éléments ayant fait de la Caraïbe une source considérable de richesse et de pouvoir pour l'Espagne, attisèrent les convoitises des États rivaux de ce pays et transformèrent du même coup les Antilles en prolongement du champ de bataille que constituait alors l'Europe. Mais l'objectif principal des guerres et des alliances pour faire la guerre dans la Caraïbe, c'était le partage du monde, le pillage des richesses, la constitution d'empires coloniaux, base du développement du commerce et de l'agro-industrie comme principe d'accumulation dans cette phase de l'essor du capitalisme marchand sur le vieux continent. Malgré le traité de Ryswick en 1697, les Français ne cessent leurs incursions en terre espagnole. Mais le roi de France leur ordonne de tenir pour limite la fameuse rivière d'Arabón. Alors, sur les plans politiques et militaires, les relations entre les Espagnols et les Français sont relativement stables. On peut dès lors se concentrer sur le volet économique. Et c'est ce que va faire la France. Et c'est la canne à sucre qui va tout changer. Elle va en effet enrichir la France et poser les bases de l'enfer sur terre pour les Noirs mis en esclavage. La révolution de la canne à sucre se fera en plusieurs étapes. Il faut noter que même du temps des Indiens, la production de l'île était une polyculture de subsistance tournée essentiellement vers le manioc, le maïs, la patate douce, etc. La canne à sucre est introduite dans la colonie d'Hispaniola en 1502 par Pierre Atansa, en provenance des îles Canaries. Flairant son potentiel économique, le gouverneur Nicolas de Ovando va encourager sa production. En 1515, le médecin Gonzalo de Velosa va construire le premier moulin à sucre dans l'histoire de l'île. En 1516, le roi Ferdinand reçoit les premières caisses de sucre manufacturées en provenance d'Hispaniola. Alors que la demande de sucre explose en Europe, Gonzalo de Velosa s'associe aux frères de Tapia et ensemble, ils développent la culture de la canne et la production du sucre dans la colonie. On assiste alors à son développement vers 1535. Il ne va pas cesser de se développer pour atteindre les sommets au début du XVIIIe siècle à Saint-Domingue. Quant au tabac, il devient la grande culture d'Hispaniola à partir de 1629. Il se développe particulièrement et est exploité vers 1679. En avril 1717, le gouverneur Jean-François Joubert de la Bastide, marquis de Châteaumorant, établit un impôt sur le tabac. En ce début du XVIIIe siècle, le tabac aussi est un produit phare dans la colonie de Saint-Domingue. À la même période, la colonie subit une grande perte de ses cacaoyers. Ce cacao importé par Christophe Colomb et développé par Bertrand d'Augeron vers 1666, lui aussi va faire la fierté de l'île préférée de l'Empire français.
En ce début du XVIIIe siècle, il compte également parmi ses richesses inestimables. Quant à la culture de l'indigo, elle est développée à Saint-Domingue vers 1691 sous la gouvernance de l'amiral pilleur Jean-Baptiste Ducasse. Aidé de 3000 esclaves, lors d'un acte de pillage en Jamaïque, Jean-Baptiste Ducasse ramène beaucoup d'indigo et d'autres objets précieux du camp de base des Anglais vers Saint-Domingue. Le 18 juillet 1698, un impôt va être perçu sur la vente de l'indigo, qui lui aussi comptera parmi les richesses de l'île. Et que dire du café? Parti de la Martinique en cadeau de la part des marchands hollandais au roi Louis XIV, les cafiers vont se répandre à Saint-Domingue pour prendre une importance insoupçonnée pour les planteurs qui les chérissent particulièrement. Saint-Domingue, terre magiquement fertile, devient la plaque tournante du café mondial. On assiste dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, entre 1743 et 1765, à une véritable révolution du café dans la colonie de Saint-Domingue. L'île va ainsi devenir le premier producteur mondial de café. Mais l'essentiel de l'économie coloniale va se tourner vers le sucre. C'est la fameuse révolution de la canne. De 1664 à 1724, Saint-Domingue sera géré successivement par la Compagnie des Indes occidentales, la Compagnie de Saint-Domingue, la Nouvelle Compagnie des Indes. Ce sont elles qui vont financer les plantations. Au début du XVIIIe siècle, la bourgeoisie française va se développer aux dépens du clergé et de la noblesse. Elle va vite comprendre l'importance d'investir dans la traite négrière et son poids économique et politique va se faire sentir dans la colonie de Saint-Domingue. La révolution économique de Saint-Domingue va donc dépendre de deux grands facteurs, les capitaux de cette nouvelle bourgeoisie et le commerce triangulaire qui permet à la colonie de se fournir en muscles africains. De plus, à partir de l'année 1724, tout va changer. En effet, après 4 ans de soulèvement pour réclamer la fin de la mainmise de la Compagnie des Indes sur les rentes coloniales, le capitalisme le plus sauvage va naître dans la colonie avec la fin des monopoles de ces compagnies commerciales. Commence à la fois la libre concurrence et une place de choix laissée aux investissements massifs de capitaux privés. Les plantations vont se multiplier, l'industrialisation va être amorcée au service de l'exploitation sauvage de la colonie au seul profit des grands planteurs blancs. Saint-Domingue va se transformer en un véritable laboratoire de mécontentement des laissés-pour-compte. Et c'est dans ce contexte que va naître la révolution de la canne à sucre. En effet, au début du XVIIIe siècle, on va assister à Saint-Domingue à un véritable développement économique marqué surtout par l'extension de l'exploitation sucrière. C'est la révolution de la canne, à savoir 1. La concentration des propriétés entre les mains des grands planteurs et la constitution de grandes habitations. 2. L'apparition et l'utilisation massive des manufactures comme nouveaux instruments de production. 3. Le développement de l'esclavage avec disparition du système des engagés utilisés comme main-d'œuvre servile par les flibustiers et les boucaniers de 1630 à 1697, à la surexploitation des Africains et des Noirs créoles, nés dans la colonie de Saint-Domingue, et l'intensification de la traite négrière. En somme, tout un complexe économico-social basé sur l'exploitation sucrière va naître à Saint-Domingue. Il en résulte une systématisation de l'exploitation des esclaves et la naissance d'une nouvelle classe redoutable de grands planteurs. Mais surtout, la France devient riche et veut tout faire pour ne pas perdre cette colonie exploitée comme une véritable poule aux œufs d'or. De 1697 à 1789, un peu moins d'un siècle va s'écrouler. La révolution de la canne à sucre va précipiter l'île dans une prospérité sans pareille. L'exploitation sans relâche des Noirs et la demande des produits tropicaux et particulièrement du sucre sur le marché mondial vont permettre ce miracle économique colonial. Au début du XVIIIe siècle, le soutien et la protection de l'absolutisme monarchique au mercantilisme français est total. Un homme sera le lien privilégié entre le roi et les négriers de Saint-Domingue. C'est le ministre Jean-Baptiste Colbert qui va élaborer le manuel du mercantilisme appelé
le Code Colbert. De là va naître la doctrine mercantile du colbertisme. En effet, on passe de 52 sucreries en 1701 à 431 en 1788. Un an plus tard, Saint-Domingue est le plus grand producteur de sucre mondial, avec plus de 80 000 tonnes par an. De telle sorte que des pays comme le Mexique, le Pérou ou le Brésil, pourtant riches en métaux précieux, ne peuvent se comparer à la prospérité de la colonie française de Saint-Domingue. Saint-Domingue exporte à elle seule autant de sucre que toutes les îles anglaises réunies et devient la principale destination des traites négrières via le commerce triangulaire. Les richesses de Saint-Domingue vont aider au développement des villes comme La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Le Havre ou encore Marseille. Mais Saint-Domingue devient également le plus grand importateur d'esclaves. En effet, au moment de la prise de la Bastille à Paris, plus de 860 000 esclaves sont importés à Saint-Domingue, soit près de 45% de la totalité des 2 millions d'esclaves importés par la France dans ses diverses colonies. Avant la révolution sucrière, les produits coloniaux de Saint-Domingue représentent un tiers des exportations françaises. Mais qui dit révolution économique dit mécontent. Ainsi, cette colonie de Saint-Domingue va créer toute une classe de mécontents. Et cette société coloniale, dont les mutations sont produites exclusivement par des conflits, tient en son sein ces contradictions. Et les mécontentements susceptibles de la pousser à sa perte vont naître partout sur la colonie de Saint-Domingue. Ainsi, son histoire de lutte ne fait que commencer. Abonnez-vous à cette chaîne pour connaître l'étendue des mécontentements à Saint-Domingue. Des mécontentements qui vont changer le destin de cette colonie. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Haïti, Culture et Perspective.